À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Ça a commencé par une soirée classique ordinaire au Pulse, une boîte de nuit gay d'Orlando en Floride. Ça s'est achevé dans le sang avec la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Dernier bilan, je vous le rappelle, 50 morts au moins et 53 blessés. Bonjour Anne Désine. Bonjour. Vous êtes politologue, juriste spécialiste des États-Unis et auteur de la Cour suprême des États-Unis chez Dalloz. On a l'impression que des fusillades, il y en a tous les 4 matins aux États-Unis. De ce que l'on en sait, celle-là est-elle à part vraiment ou différente des autres ? Oui, il y a effectivement pratiquement tous les jours une fusillade. Et je regardais, en fait, il y a aussi les fusillades avec une valeur musulmane. En fait, il y en avait dès les années 70, mais là, c'était plutôt politique. C'était la cause des Noirs, Nation of Islam. Et ensuite, depuis le 11 septembre, c'est vraiment ce que combattait, voilà, exactement, ce que combattait George Bush. Et d'ailleurs, CNN ce matin titrait Terror Fight. Bon. Donc, mais dans ces attaques, il y a souvent des musulmans qui sont impliqués, mais parfois ce sont presque, j'oserais dire, des affaires familiales. Il y a un père qui a tué sa fille parce qu'elle était lesbienne. Il y a, vous voyez, ce type de choses, mais c'est pratiquement tous les jours. Et puis, il y a les attaques, alors contre les écoles, contre dans les universités, cinéma, etc. Là, c'est vrai que ça ressemble de façon terrifiante au Bataclan. C'est-à-dire qu'à défaut de complot mondial, parce que je pense que cet individu a agi tout seul. Vous pensez à ce qu'on appelle la théorie du loup solitaire, entre guillemets ? Oui, parce que c'est tellement facile aux États-Unis d'obtenir des armes qu'il n'y a pas besoin de faire partie d'un réseau. C'est-à-dire qu'il a vu le Bataclan, il se dit c'est une très bonne idée, je vais faire la même chose. Il paraît, d'après sa famille, qu'il avait aussi une certaine haine qui est alimentée par l'islam contre l'homosexualité. Donc cette boîte LGBT, donc gay, transgenre, c'était la cible idéale. Donc en fait, on est à cette ère de la mondialisation. Il a certainement vu la télévision, le Bataclan. Il a acheté les 2 armes de façon légale la semaine auparavant. Et il fait son massacre. C'est un peu l'illustration du djihad pour tous que prônent les djihadistes de l'État islamique, en quelque sorte. Voilà. Chacun dans son coin peut frapper ce qu'il appelle les mécréants. Exactement. Là, hier, on était en train de parler sur une autre chaîne en disant il y a un recul d'ISIS au Moyen-Orient. Oui, mais ils continuent à diffuser. Ils sont très, très bons en communication dans les médias sociaux. Donc, ils peuvent toucher ces personnes qui sont instables. Parce que toutes ces tueries aux États-Unis, c'est quand même essentiellement des gens qui sont instables, alors d'origine musulmane. Et puis, alors ce qui est intéressant, c'est les réactions de Trump. Trump a immédiatement tweeté, vous voyez, je vous l'avais bien dit, j'avais raison de vouloir fermer la porte des États-Unis aux musulmans. Sauf que ce garçon, il est né aux États-Unis. C'est un Américain. Voilà, il a la nationalité américaine. Donc fermer les frontières, ça ne servira pas à grand-chose. Vous pensez que c'est lui, petite parenthèse, qui va tirer le bénéfice, avec beaucoup de guillemets, de ce drame, politiquement ? En tout cas, il va essayer, c'est clair, et ça va un petit peu plus renforcer, parce que le paradigme de la campagne de Trump, c'est le nativisme, c'est-à-dire l'Amérique souffre, l'Amérique recule, et c'est la faute des gens de l'extérieur. Donc ce sont les immigrants, ce sont les hispaniques, et ce sont bien évidemment les musulmans. Il faut rendre l'Amérique aux vrais Américains, donc il va surfer sur ceci. Et moi, ce qui m'inquiète, ce sont les réfugiés. Déjà, les États-Unis sont engagés à n'accueillir que 10 000 réfugiés, alors que le Canada, voilà, c'est un dixième de ce que prend le Canada. Et là, il va y avoir une réaction en disant il n'est pas question qu'on prenne un seul réfugié, alors que c'est un autre problème. C'est un autre problème et qu'évidemment il ne faut pas faire de confusion entre tous ces problèmes-là. Alors le tueur de cette boîte de nuit à Orlando a fait allégeance à l'organisation État islamique. C'était juste au moment de passer à l'action en quelque sorte. Est-ce que c'est la première fois comme ça que l'organisation État islamique est mêlée directement à un carnage, à une attaque terroriste aux États-Unis ? Généralement, ils font allégeance. Là, le FBI est en train de chercher sur son Facebook, etc. Mais quand on pense aux 2 qui ont fait le marathon de New York, au psychiatre qui, lui, devait être d'origine palestinienne, si mes souvenirs sont exacts, on retrouve des traces disant qu'ils sont proches de telle mouvance, qu'ils ont fait allégeance, etc. Mais je pense que la différence avec ce qui se passe en Europe, c'est qu'ils peuvent vraiment agir seuls, dans la mesure où il leur suffit d'aller au supermarché du coin. C'est ça, c'est vraiment simplissime. Voilà. Plus de 30 000 morts par arme à feu chaque année aux États-Unis. Est-ce que c'est de nature à relancer le débat sur le port d'armes ? Là, on a Tom qui nous écrit sur Twitter les présidents passent, la NRA reste avec les tueries qu'elle permet. C'est la National Rifle
Association, hein, c'est oui. l'association extrêmement puissante, le lobby des armes aux États-Unis. Alors, au niveau national, le Congrès essaie de temps en temps, et là, Hillary Clinton semble avoir une position, ce qui est rarissime, parce que c'est dangereux, c'est presque suicidaire, en disant « je vais essayer de faire quelque chose ». C'est très impopulaire aux États-Unis de mais s'attaquer aux armes à complètement. feu. Mais c'est surtout très dangereux pour les élus du Congrès, parce que la NRA, qui est très, très radicalisée maintenant, puisqu'elle veut que tout le monde ait droit à un AK-47, 16 et compagnie, garde des fiches sur chacun des élus, et le moindre élu qui voterait un projet de ceci est sûr de perdre son siège. Et Barack Obama, qu'on voit toujours très Oui. ému et en colère après chaque fusillade, il est toujours impuissant sur les armes. Et oui, parce que d'abord, le président des États-Unis, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas tout puissant. Si le Congrès ne veut pas voter, il ne se passe rien. Et comme le Congrès est complètement tenu par la NRA, il ne se passe rien. Par contre, ce qui est intéressant et moins connu, c'est que au niveau des localités, un certain nombre de villes, par exemple, je pensais au Connecticut où il y a eu une tuerie il n'y a pas très longtemps, ils votent un texte. Et ce qui est intéressant, peut-être un signe d'espoir, c'est que ce texte, évidemment, est tout de suite contesté par ceux qui veulent un port d'armes totalement libre, mais les juridictions inférieures ont compris le danger et valident ces textes. Et pour le moment, il y a une exception, parce que dans 3 jours, donc le 16, la Cour suprême va avoir une audience sur une affaire de port d'armes. Mais jusqu'ici, elle se gardait bien d'accepter, parce que ça ne pouvait, dans la composition antérieure, quand le juge Scalia n'était pas encore décédé, que renforcer l'impossibilité de restreindre. Là, elle accepte une affaire qui sera peut-être jugée avec un autre juge un peu progressiste, et ça va peut-être permettre quand même de limiter la façon dont elle interprétait antérieurement, et donc de permettre à des villes et à des États d'adopter des législations plus restrictives. On voit que tout est extrêmement compliqué, qu'il ne suffit pas d'une volonté présidentielle aux États-Unis pour régler le problème des armes. Pour en savoir plus, je renvoie d'ailleurs à votre ouvrage, La Cour suprême des États-Unis, publié chez Dalloz. Merci Anne Désine d'être venue sur Europe 1 ce matin. Merci. Évidemment, on retournera à Orlando dès 7h avec notre envoyé spécial Géraldine Vosner pour faire le point sur les dernières informations, les informations de la nuit. Merci, bonne journée à vous.